merci beaucoup, Johanna, d'être présente. Merci tout le monde de vous être connectés sur l'heure du midi pour les gens du Québec, sur l'heure de début de soirée, juste avant l'apéro, peut-être, pour les gens de l'Europe. C'est avec un immense plaisir et un grand honneur que nous accueillons aujourd'hui Johanna Haken, qui est une étoile dans le firmament de la philo pour enfants. Fait beaucoup de travaux intéressants, est très active, des belles initiatives. Enfin, c'est un honneur pour nous de t'avoir au collectif aujourd'hui. Johanna va nous parler aujourd'hui de... En fait, c'est en lien avec un texte que tu as déjà par ailleurs publié, si je ne me trompe pas. En fait, dans la revue du GRÉÉ, le groupe de recherche en éthique, sur l'éthique en éducation et en formation, qui a été co-dirigé par Olivier Michaud et moi-même, mais je dirais plus Olivier Michaud que moi, qui a travaillé beaucoup plus fort que moi. Moi, je le regardais travailler, puis je faisais des commentaires. Mais c'est le rôle que j'aime le plus, sinon c'est des blagues. Donc, si vous voulez aller voir un texte autour de cette thématique écrit par Johanna, vous pouvez aller voir le texte de la revue, mais c'est toujours bien d'entendre aussi de vive voix les propos qui sont évoqués dans ce texte. Alors, le titre de la conférence, pardon, c'est Construire une pratique éthique de la reformulation en philosophie pour enfants, la notion de tact et l'éclairage d'Éric Préra. Très intéressant de voir l'angle d'Éric Préra en philosophie pour enfants. Donc, on risque d'en apprendre, bon, on risque pas, on va en apprendre beaucoup. Puis Johanna, avec toutes tes nuances, ça va sans doute être tout à fait intéressant. Alors, je te donne la parole juste pour vérifier. Je vais voir les personnes qui ne parlent pas, prière, s'il vous plaît, qui n'interviennent pas, s'il vous plaît, de prière de fermer vos micros. Là, j'entends. Est-ce que vous entendez, c'est juste moi ou on entend les gens du Teams qui essayent de. J'essaie de trouver parce que c'est en théorie Nadia Bélanger que j'entends. Oui, on Non, entend effectivement. son micro est pourtant fermé. Juste vérifier avec elle. Donnez-moi une seconde. Hein? Peut-être si je désactive le son ici. Johanna, je vais essayer de ne pas désactiver ton son. Ça serait un peu embêtant. OK, OK, parfait. Alors, Johanna, on t'écoute. J'essaie de gérer si jamais il y a des interférences sonores entre-temps. Très Au bien. plaisir de... Alors, la parole est à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup et merci Mathieu pour cette présentation élogieuse. C'est un plaisir d'être là et de partager donc effectivement des réflexions récentes sur la question de la reformulation. Donc en effet, il y a cet article. Alors dans l'article, je parle de Préra, mais aussi de Canguilhem et de Herbart. Là, on n'aura pas le temps, donc on va se centrer sur Préra. Mais effectivement, du coup, j'ai réfléchi ces derniers mois à la question de la reformulation, bah, simplement parce que c'est une compétence philosophique fondamentale et en même temps discrète, qui joue un rôle majeur dans le déploiement réel d'un dialogue philosophique avec les enfants et les adolescents. Comme disait Sasseville, il ne saurait y avoir de communauté sans dialogue, et qui dit dialogue dit partage d'un langage, et la reformulation ou traduction, dirait probablement Lippmann, et les Lippmanniens et Lippmanniennes, participent de cette circulation des langues entre les individus, au sens où, dans les textes de Lippmann, l'idée est que chaque individu serait porteur d'une langue et que tout l'enjeu serait de parvenir à faire se rencontrer des langues plurielles au sein de l'atelier philosophique euh, au partage d'idées et de paroles. Et en même temps, Sasseville, tout comme Lippmann, définissent tout de suite la reformulation ou la traduction par l'interprétation. Et c'est là que du coup, on va arriver à une question problématique. Mais avant cela, il me semble important de définir ce que c'est reformuler. Alors, pour le dire assez simplement, je dirais que reformuler, c'est dire autrement. C'est reprendre une idée afin d'en proposer une autre formulation qui dévoile le sens de l'énoncé initial. Donc, c'est un travail de dévoilement.
Et une bonne reformulation se caractérise donc par un accord de sens, une adéquation entre l'idée initiale et l'idée reformulée. Dans l'atelier philosophique, la reformulation vise à mieux dévoiler le sens d'un énoncé en le clarifiant ou en l'éclairant. Elle dit donc les choses autrement, mais avec justesse. Elle épouse le sens de l'énoncé initial tout en le déployant. Alors qu'elle transforme, la bonne reformulation ne déforme pas. Mais il est très difficile d'atteindre cet équilibre. En effet, nous avons tendance à définir, comme je le disais, le processus de reformulation par l'interprétation. Et donc, comment est-ce qu'on peut arriver comment dire, à faire en sorte que notre interprétation transformante d'un énoncé d'enfant ou d'ado soit fidèle au sens de l'idée première? Comment interpréter et transformer sans déformer? Finalement, la frontière entre reformulation et déformation, entre traduttore et traditore, donc entre trahison et traduction, est ténue. Et en outre, et c'est ça qui m'intéresse plus particulièrement, il n'y a pas que le sens qui risque d'être trahi. Il y a l'enfant lui-même qui peut se sentir trahi. C'est-à-dire que la reformulation ne se confronte pas seulement à un enjeu intellectuel, mais elle affronte également un enjeu éthique. Préserver la relation pédagogique avec l'enfant, le respecter dans sa pensée et dans son être. Ce n'est pas anodin de reformuler l'idée d'un individu. Par ce geste, l'adulte se permet d'intervenir sur sa pensée, sur des propos que cette personne a voulu porter devant un groupe, peut-être avec peur, et ces propos ont peut-être une importance pour lui. Donc, comment concilier l'action intellectuelle de reformuler l'idée d'un enfant et le respect du lien éthique à cet enfant? Comment intervenir sur son idée et la modifier sans abîmer la relation pédagogique? Comment concilier, au fond, la visée philosophique de la reformulation et ses conditions éthiques? Alors, c'est face à ces questionnements qui m'ont animée dans le concret de mes ateliers que la lecture d'Éric Préra a été tout à fait éclairante, notamment avec la notion de tact. Il écrit en tant que disposition éthique, le tact est attention et souci de la relation. En tant que savoir-faire pédagogique, il est capacité à saisir avec promptitude le sens d'une situation pour agir de manière appropriée. Là, il y a quelque chose d'important. Saisir le sens d'une situation, c'est ça le tact. Et donc, la reformulation, ça va être arriver à saisir le sens d'un énoncé tout en saisissant le sens d'une situation éthique et mêler donc ces deux paramètres de façon précautionneuse. Le tact, chez Préra, permettrait d'agir de façon adéquate et attentive à l'enfant en prenant soin de la dimension éthique de la relation pédagogique. Or, nous savons que cette relation pédagogique, éthique, est centrale dans la pratique philosophique, notamment parce que celle-ci instaure les enfants dans une position de vulnérabilité partagée. Là, je m'appuie sur les écrits de Sharp en particulier. Placés en cercle, face à face, les enfants ou ados se dévoilent dans leurs idées, leurs doutes, leurs questionnements existentiels. Et si tout va bien, ils se risquent même à être critiqués. Et donc, la reformulation devient une compétence centrale de l'animateur et en même temps l'un des gestes les plus délicats. Nous faisons l'hypothèse que je fais donc l'hypothèse que la reformulation exige de façon paradigmatique une posture de tact pédagogique. En effet, sans le tact, la reformulation peut être vécue comme une trahison, une déformation, voire une prise de pouvoir, un rapport de domination ou une imposition. Ma problématique est donc la suivante. Dans la mesure où la reformulation est, pour la personne facilitatrice, un acte délicat pris par des enjeux intellectuels, rester fidèle au sens de l'idée, et des enjeux éthiques,
ne pas brusquer l'enfant dans son individualité. Quels sont les éclairages que peut nous apporter une approche pédagogique préarienne fondée sur le tact? En quoi la pédagogie du tact proposée par Préra peut-elle nous donner des clés pour mener l'activité intellectuelle de reformulation tout en préservant la dynamique éthique avec l'enfant? Les préconisations pédagogiques de ce philosophe peuvent-ils nous aider à traduire la pensée de l'enfant sans la traduire intellectuellement ou éthiquement? Afin de répondre à cette problématique, je vais donc m'appuyer sur le plan théorique sur l'ouvrage de Préra, donc sur le tact comme vertu pédagogique, qui a été réédité en 2022. Et au niveau du terrain, je m'appuierai sur une des activités philosophiques que j'anime, les rendez-vous des petits philosophes, qui ont lieu le mercredi après-midi à la Maison de la Philo, en Seine-Saint-Denis, avec des enfants volontaires âgés de 8 à 12 ans, qui ont consenti évidemment à être enregistrés et analysés du coup pour cette réflexion. Ces ateliers ont lieu entre octobre 2022 et janvier 2023, période du coup à laquelle j'ai été particulièrement attentive à cette notion de tact dans ma pratique empirique. Alors, pour commencer, comment reformuler dans le souci de la relation pédagogique? Revenons pour cela à l'idée de tact pour voir à quel point cette notion peut être éclairante. Initialement, le tact, tactus en latin, vient du verbe tangere, toucher. Il désigne primitivement donc le sens du toucher et relève d'un contact direct par lequel nous découvrons une réalité. Et en effet, lorsque nous reformulons, nous touchons à la pensée de l'autre. Nous créons un contact avec l'autre de façon directe, en intervenant sur sa pensée. C'est donc un geste majeur. Et le tact, vertu de la relation, dit Préra, peut nous aider à entrer en contact, à créer ce contact dans la pensée d'autrui sans la brusquer. Nous serons donc, comme nous l'avons établi, au moment où nous reformulons, nous devons nous soucier de la relation que nous construisons avec l'enfant ou l'adolescent. Et nous serons donc attentifs à la singularité de l'enfant. Face à un enfant timide, nous reformulons de façon prudente, alors que face à un enfant confiant, nous nous autorisons à remodeler sa pensée de façon plus prononcée. Si l'enfant a tendance à proposer des réponses longues, nous reformulons en synthétisant. Alors qu'au contraire, si un enfant propose des réponses courtes et semble être dans la crainte, nous proposerons des reformulations légères, valorisantes, afin de ne pas le déstabiliser. La personne facilitatrice fonctionne donc dans une forme d'improvisation afin de modeler son action en fonction de l'enfant. Elle doit donc faire sans cesse l'usage de sa sagacité empathique, nous dit Préra, afin d'ajuster sa parole avec tact. Cette différenciation, elle est très exigeante sur le plan pédagogique. C'est pourquoi il est préférable de construire une pratique philosophique régulière, qui donne le temps de rencontrer réellement les enfants et leurs besoins spécifiques. Et en outre, afin que la reformulation ne soit pas vécue comme une imposition par l'enfant, nous lui demandons, comme beaucoup de praticiens, nous lui demandons son accord, soit en amont, tu me diras si tu es d'accord avec ce que je dis ou non, soit en aval. Ma reformulation, est-ce qu'elle te convient? Est-ce que c'est ce que tu voulais dire? Prenons un exemple issu donc d'une discussion portant sur la différence entre entendre et écouter. Ayant posé donc cette question, quelle est la différence entre entendre et écouter, une enfant, Astra, me dit, je voulais dire, entendre, c'est vrai que peut-être que ça passe par le cerveau, mais ton cerveau, il n'utilise pas l'information entendue, il la laisse passer l'information. Mais alors qu'écouter, tes oreilles, elles ont entendu et tu as saisi l'information qui a été donnée, tu l'as comprise. Mais quand on écoute, on n'est pas obligé de comprendre. Ce que je veux dire, c'est ce qu'on a, notre cerveau, il a pris l'information quand on écoute. Je reformule en disant, tu me dis Astra si c'est ce que tu voulais dire. Entendre, c'est quand on entend l'information mais on la laisse passer, alors qu'écouter, c'est quand on entend l'information et on saisit l'info pour la comprendre. Est-ce que tu es d'accord? Astra me répond oui. Cette reformulation, elle est minimale.
Elle synthétise légèrement, elle met l'accent sur l'idée principale. Mais parfois, elle peut être plus marquée et aller plus loin dans la modification de la pensée initiale. Parce que ce n'est qu'ainsi qu'on va progresser dans la réflexion. Et en effet, hein, étant responsable de l'avancée philosophique de la réflexion, l'adulte est animé par la volonté de cheminer avec les enfants et les ados en direction du sens et de la vérité. Il doit donc concilier un mouvement de progression philosophique et un mouvement d'attention à l'autre. Or, Préra considère que le tact est précisément une vertu pédagogique qui permet un mariage parfait entre l'éthique et la technique. Alors cet équilibre n'est pas aisé à atteindre et parfois nous pouvons avoir le sentiment de privilégier l'éthique à la technique. En tant que facilitatrice, il m'est arrivé de ne pas reformuler la parole d'un enfant de peur de le brusquer, faisant le deuil donc du sens, d'un sens d'ailleurs qui avait été beaucoup trop flou. Par exemple, lors de l'atelier mentionné précédemment, j'avais fait le choix, lors d'un autre moment, de ne pas reformuler une idée proposée par une autre enfant, Anaïs. Cette idée était, des fois, quand on entend, tu n'as pas compris, quand on a écouté, ça veut dire qu'on a entendu et on a compris. Pourquoi je ne l'ai pas reformulée? Parce qu'elle peine à s'exprimer devant les autres. Et donc, j'ai choisi simplement de répéter son idée, afin de la mettre en avant, mais sans donner l'impression que son idée nécessitait une forme de correction, ce qui peut être l'un des glissements vécus par des enfants peu confiants. Préra écrit: le tact nous fait découvrir un autre versant de la parole, non pas celui qui est gouverné par la quête de vérité, mais celui qui est marqué par le sens de la retenue et de la sympathie. Alors c'est tout à fait problématique pour nous, en philosophie, de sacrifier la quête de vérité à l'autel de la pédagogie du tact. Est-ce qu'en reformulant avec tact, nous risquons donc de ne pas nous approcher assez de la vérité? Alors que la parole philosophique a de prime abord pour fonction de rechercher le sens avec rigueur et méthode, elle se confronte ici aux exigences de l'éthique relationnelle. Au fond, on peut se demander, le souci de la relation met-il en péril l'enquête philosophique? Alors, je crois qu'il convient de ne pas opposer l'éthique et la technique, mais de les concilier, afin que les principes éthiques soient au service des exigences techniques de la pensée philosophique. En effet, mon expérience m'a montré qu'en assurant la cohésion du groupe, la cohésion éthique du groupe, on permet l'élaboration d'une pensée exigeante, rigoureuse et complexe. En particulier, la construction d'une éthique relationnelle favorise l'exercice de l'esprit critique. Nous pouvons considérer que le caring thinking, c'est-à-dire cette dimension de la pensée philosophique animée par le souci, l'attention et le soin envers les idées et vers autrui, le caring thinking constitue une condition de possibilité du critical thinking. Et donc, le principe de sollicitude, présent à la fois dans le caring thinking et dans le tact, crée un socle éthique à partir duquel on peut exercer librement l'esprit critique. Sans cela, l'exercice de la critique peut être entravé chez les enfants, parce que la remise en question ou l'évaluation des idées et des présupposés peut être mal vécue. Donc, par rapport à cela, euh, finalement, on peut réajuster légèrement notre définition du tact, qui n'est pas juste un souci de la relation pédagogique. Là, on arrive à une deuxième proposition de Préra, c'est de dire que le tact, c'est un art de la juste adresse. Il nous dit, le tact se donne à voir dans un ethos qui se prolonge dans une manière de s'adresser à autrui. Il se révèle et excelle dans le jeu des échanges et des interactions. C'est dans le dialogue donc que le tact se manifeste de la façon la plus éclatante. C'est bien pourquoi il nous paraît fondamental dans la discussion philosophique. Alors, pourquoi le tact est avant tout une vertu dialogique? Parce qu'il nous rappelle qu'en nous adressant à l'autre, nous l'atteignons, nous agissons sur lui, nous le touchons. Préra écrit, le tact, par le biais du langage, renoue avec le toucher originel qui le caractérise.
Avec des mots abrupts et brutaux, nous pouvons blesser la personne à qui nous adressons. Alors c'est peut-être une évidence, mais la manière dont nous parlons aux enfants et aux adolescents a un impact profond sur eux. Tant et si bien qu'il convient en tant qu'adulte d'être conscient du pouvoir de nos mots. Les mots sont des actes, disait Wittgenstein. Ils peuvent avoir la dureté d'un coup asséné comme la douceur de la caresse prodiguée. Et je pense que cette question, elle est d'autant plus importante dans l'idée qu'il y a peut-être un décalage dans le contrat didactique, dans l'atelier philosophique, où nous, on est conscient que ce qu'on fait, c'est au nom, quelque part, de la recherche philosophique. Mais l'enfant n'est pas toujours conscient des exigences et de l'importance de la méthode philosophique. Et donc, il peut le vivre simplement comme un acte, comment dire, enfin, il ne va pas forcément saisir les enjeux de cet acte. Vous voyez, les enjeux intellectuels de l'acte. Et donc, si les paroles sont des actes, comment souhaitons-nous agir sur l'apprenant? La modalité de l'adresse devient centrale. Mais alors, autre question glissante pour nous ou dérangeante, la forme prend-elle le dessus sur le fond? In fine, le tact n'est-il qu'une attention donnée à la forme de nos paroles? Est-ce qu'il désigne une véritable éthique ou alors est-ce que c'est une sorte de façon douce et polie d'envelopper les idées? Et du coup, la philosophie, est-ce qu'elle doit s'embarrasser de ces règles de politesse ou de lissage? Là, je me fais l'avocat du diable. Préra, il affronte ce problème sans crainte. Je pense que c'est là où il y a un débat qui peut rester ouvert. Et il considère que la forme de la parole constitue son essence même. Il défend un attachement éthique à la forme. La manière de dire n'est pas un simple habillage ou un ornement accessoire. Il dit la façon de parler est le langage dans sa substance même. Le philosophe français promeut donc sans complexe la primauté de la forme, dans la mesure où celle-ci construit pour lui le fond sans le trahir. Alors attention, la forme ici s'entend en deux sens. Je crois qu'il s'entend d'abord au sens de forme discursive, c'est-à-dire l'agencement des mots et des formules qu'on propose pour reformuler, mais aussi dans une forme incarnée, c'est-à-dire dans une façon d'être, une attitude corporelle que l'on adopte, un ton de la voix, un langage non verbal, des expressions faciales. Ce que Nathalie Fletcher appelle le tact corporel dans un article de 2020. Or, la forme discursive et la forme incarnée du tact déterminent l'apparition du discours et la façon dont la reformulation sera accueillie. Et donc, c'est pourquoi la forme discursive et incarnée a une importance fondamentale sur le plan pédagogique. Elle détient la primauté car notre parole engage finalement notre responsabilité vis-à-vis d'autrui. Alors, précédemment, je m'étais interrogée en disant comment souhaitons-nous agir sur l'enfant? En réalité, je crois que notre responsabilité, elle est encore plus vertigineuse. Parfois, nos mots touchent à des idées euh, profondes, précieuses, instables, affectives, familiales. Parfois, nos réactions et nos reformulations peuvent toucher l'individu au point de changer sa façon de... Et la question devient alors, de quelle façon souhaitons-nous agir sur l'intériorité de l'enfant? Quand il s'agit de toucher à la pensée intérieure de ce dernier, comment se prémunir contre un abus de pouvoir, qui serait donc une trahison de la relation éthique? Et c'est parce qu'elle est en prise, je crois, avec ces questionnements que la personne facilitatrice doit se contraindre à rester fidèle à la pensée de l'enfant et agir avec discrétion et retenue. Et là, on arrive au troisième pan de la définition du tact, c'est la question de la discrétion et de la retenue. Préra dit, le tact est une vertu discrète, modeste, contrairement à d'autres vertus morales qui ont tendance à être plus éclatantes et grandioses. Il dit, la parole pleine de tact ne vise aucune conquête. Elle n'est à l'assaut d'aucune citadelle. Elle cherche plus modestement à ne pas malmener, à ne pas brusquer.
Et c'est vrai que rarement on se vante d'avoir du tact. Moi, ça m'est jamais arrivé d'entendre quelqu'un se vanter de cette vertu-là, alors que d'autres, oui, vous voyez. D'où l'idée de cette vertu discrète, modeste, voilà. Et, euh, et avec cette idée que c'est une vertu qui finalement cherche simplement à ne pas malmener, ne pas brusquer, je trouve qu'on peut la rapprocher à une forme de minimalisme éthique. Là, je me réfère, je n'ai pas le temps d'aller un peu plus loin là-dessus, mais aux travaux de Ruan Ogien, une sorte d'éthique minimale où il s'agit simplement de ne pas nuire. Peut-être pas peut-être se dégager de vouloir trop bien faire, simplement de ne pas, il s'agit simplement de ne pas nuire du coup à la pensée et à la relation éthique. Et donc, c'est tout le défi de la reformulation, mettre sa parole et sa pensée au service de l'enfant afin de la déployer de façon juste et adéquate. Après Radi, l'esthétique du tact, on arrivait à l'idée d'esthétique, pour rappel, avec cette primauté de la forme, hein. Donc on en arrive à une esthétique du tact et celle d'une élégance morale, dit Préra. Elle est tout en retenue de soi, en attention à l'autre. Elle est une présence qui se pose sans s'imposer. Je trouve que ce passage, au-delà de la question de la reformulation, elle nous donne une trace, un indice qui est extrêmement juste sur la posture de l'animateur philo. Donc, nous voyons apparaître ici tout le sens de la discrétion et de la retenue qui caractérisent le tact. Ces vertus nous engagent à poser des limites à notre présence philosophique. Au sein de nos reformulations, notre présence doit être effective mais retenue, discrète mais efficace, parce que nous devons quand même éclaircir, clarifier, synthétiser, accentuer. Mais là aussi, l'importance de la retenue peut poser un problème par rapport à la visée philosophique, c'est-à-dire l'exigence de construire une pensée conceptuelle, argumentée, problématisée, rigoureuse, complexe, profonde. En effet, il semble que parfois, il est bon de reformuler sans retenue, pour dégager une problématique, un présupposé, une contradiction, ou alors tout simplement pour animer la discussion, pour lui donner vie, rythme, énergie. Et oui, en effet, il faut parfois intervenir de façon profonde et radicale. Qu'est-ce que c'est philosopher si on ne peut pas philosopher sur les racines? C'est d'autant plus important si un enfant exprime une fausseté, un préjugé, une contre-vérité ou une contradiction. Est-ce qu'on peut laisser la parole telle qu'elle? Est-ce qu'il faut prendre des pincettes au fond à ce moment-là? Et donc, comment reformuler pour agir à la racine sans brusquer l'enfant dans son être? Certains, notamment Nathalie Fletcher, considèrent que ces moments de contradiction, de préjugés, etc., sont des moments à enjeu élevé. Et il convient d'intervenir de façon procédurale, selon Nathalie, en questionnant l'enfant afin de révéler les racines de son énoncé. Mais face à cette situation, comment faire pour que ce soit tout de même tactful? Alors moi, je propose plusieurs solutions euh, qui me semblent utiles donc pour pouvoir agir à la racine avec tact. D'abord, manier l'humour. Ensuite, forcer gentiment le trait. Aussi, on peut déclarer que l'on a besoin de reformuler pour comprendre. Donc là, on est un petit peu dans une sorte d'ironie socratique. On peut aussi montrer l'absurdité de l'idée, ou alors on peut tout simplement s'abstenir et déléguer au groupe. Qu'en pensez-vous? Êtes-vous d'accord? Et là, statistiquement, il y a en général une remise en question du collectif. Et ce n'est qu'après que cette remise en question par un père que l'adulte pourra reformuler pour clarifier sans brusquer la relation pédagogique. Alors, voici un exemple d'un passage où j'ai reformulé de façon, justement, il me semble, soutenue, où ma présence, pour le coup, elle est assez forte, parce que la question était difficile. Alors, je vous lis ce passage. Euh, Aujourd'hui, on va réfléchir à la pensée. Donc, c'est le tout début de l'atelier. Est-ce que vous pensez, vous? Est-ce que vous avez l'impression de penser en général dans la vie? Tous les enfants lèvent la main. Le premier dit, Gaspard. Et en fait, tu nous demandes, est-ce que tu penses que tu penses? Donc, on pense déjà qu'on pense. Ou on peut aussi penser ne pas penser.
Je réponds, est-ce que c'est possible de penser sans penser qu'on pense? Je répète. Gaspard nous dit, mais là, Johanna, tu nous demandes, est-ce qu'on pense qu'on pense? Effectivement, on est en train de se demander si on pense qu'on pense. Alors, vous pensez que vous pensez? Alia, j'ai un exemple. Tu rêves, enfin, tu penses, et dans ton rêve, tu vas penser que tu es en train de faire un rêve. Facilitatrice. Et les autres, est-ce que vous pensez que vous pensez? Tous, oui, je réponds. Et est-ce que parfois on peut penser sans penser? Je pense que je pense. Est-ce que parfois je peux penser sans me dire que je pense que je pense? Une enfant dit Margot. Oui, on peut, parce qu'on peut penser sans forcément se dire qu'on pense. Quand on pense, ce n'est pas la première chose qui va nous venir dans la tête. Facilitatrice, et là je reformule particulièrement. Ok, si je comprends bien ton idée, tu veux dire que parfois quand on pense, on est occupé par ce qu'on pense, donc on ne pense pas au fait qu'on pense. Vous voyez, là, la reformulation, elle est un petit peu plus, comment dire, brutale, enfin pas brutale, mais euh, euh, elle impacte un petit peu plus le sens initial. On continue avec une enfant qui s'appelle Bavani. Ben non, parce que quand tu es en train de penser que tu penses, et ben là, tu es en train de penser que tu te... Et quand tu te dis que tu ne penses pas. Donc, tu peux pas. Facilitatrice, là, je reformule à nouveau. Là, j'ai l'impression que tu parles de l'idée, je peux penser que je ne pense pas. Mais là, la question, c'est, est-ce que parfois, on peut penser sans penser qu'on pense? C'est pas qu'on pense qu'on ne pense pas, c'est qu'on pense sans penser qu'on pense. Bavani me répond. Mais non, parce que tu es en train de penser. Je réponds. Et donc, pour toi, est-ce que si on est en train de penser, forcément, on pense qu'on pense? Est-ce que dès qu'on pense, pour toi, on pense qu'on pense? Bah, Vanny me répond, cela dépend, ça dépend. Parfois, on peut penser qu'on est en train de penser, et parfois, on peut penser qu'on n'est pas en train de penser. Gaspard, si on pense qu'on ne pense pas, alors on pense, parce qu'on pense qu'on ne pense pas. Là, à nouveau, je reformule fortement. Oui, pour le dire autrement, même quand on pense qu'on ne pense pas, le fait qu'on pense qu'on ne pense pas, cela veut dire qu'on pense. Là, on voit que ma reformulation, mon but là, c'est de clarifier parce qu'on est dans quelque chose de complexe. Et est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée? Si on pense qu'on ne pense pas, cela veut quand même dire qu'on pense, parce qu'on pense qu'on ne pense pas. Colombe, je voulais dire que des fois on pense ne pas penser, mais en vrai, on est en train de penser. C'est dur de ne pas penser, parce qu'on pense toujours en pensant ne pas penser. Facilitatrice. Voilà, tu rajoutes quelque chose de nouveau là. Tu rajoutes une idée nouvelle qui est, c'est dur de ne pas penser. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous voyez, donc là, j'ai reformulé là aussi, de façon assez prononcée. Est-ce que certains n'ont pas compris la question qu'on est en train de se poser? On se demande si quand on pense, on sait toujours qu'on pense. Là, il y a un écart de sens parce que je rajoute la question du savoir, en fait, hein. Quand on pense, est-ce qu'on sait toujours qu'on pense? Margot, ça dépend parce qu'on peut penser sans se dire qu'on pense. On peut penser sans réfléchir. Ça peut venir comme ça, sans qu'on pense qu'on pense. Facilitatrice, à nouveau reformulation prononcée. On peut penser sans réfléchir. Cela vient comme ça. Ça pense en nous. Là, presque c'est un abus de ma part, je trouve, parce que cette formule, ça pense en nous, je pense que c'était mes mots. Vous voyez? C'est pour ça que je voulais vous lire cet extrait. Quand on pense, généralement, on réfléchit. Mais parfois, on pense sans réfléchir. Là aussi, le mot réflexion n'y était pas. Peut-être que ce sont mes pensées. Jacques, ça peut venir tout seul, à part la nuit, en pensant. On peut penser la nuit, en dormant. Donc, dans ce passage, euh, pardon, dans cet extrait, nous pouvons voir 5 exemples de reformulation soutenues. Au début de l'extrait, il y avait Margot qui disait on peut penser sans forcément se dire qu'on pense. Quand on pense, ce n'est pas la première chose qui va nous venir par la tête. Et moi, je reformule en disant qu'on est occupé par les objets de notre pensée. Aussi, dans cette même veine, à la toute fin de l'extrait, Jacques déclare ça peut venir tout seul, à part la nuit en pensant. On peut penser la nuit en dormant. Et moi, je reformule en disant
est-ce que tu veux dire que la journée, on pense, et quand on pense, on réfléchit à ce qu'on pense, mais la nuit, on pense, mais on ne réfléchit pas à ce qu'on pense? Donc là, pour effectuer une reformulation, je procède par l'ajout de signification, ce qui est presque peut-être nécessaire inéluctablement. Mais c'est toute la question. En revanche, il y a un cas différent dans l'extrait que je vous ai lu, où je n'ajoute pas de mots ou de sens, mais je réorganise syntaxiquement l'énoncé, ce qui serait peut-être la modalité la plus fidèle de la reformulation, à discuter. L'exemple, c'était Gaspard qui dit, moi, ce que je voulais dire, c'est si on pense qu'on ne pense pas, alors on pense, parce qu'on pense qu'on ne pense pas. Et moi, je réagis ainsi. Pour le dire autrement, même lorsqu'on pense qu'on ne pense pas, le fait qu'on pense qu'on ne pense pas, cela veut dire qu'on pense. Il n'y a aucun mot supplémentaire, je n'ai pas ajouté de sens, c'est une réorganisation syntaxique et donc logique de la pensée. Et donc là, donc comme je disais, aucun ajout sémantique, mais une clarification logique et syntaxique. En revanche, dans les deux cas, les propositions étaient soutenues et en tout cas étaient vécues comme fidèles aux énoncés des enfants. Donc, de façon générale, la discrétion et la discrétion et la retenue, donc caractéristique du tact, constituent le socle de la posture pédagogique, bien que l'adulte soit parfois autorisé à s'en départir, pourrait-on penser. Mais plus profondément, pourquoi insister à ce point sur la discrétion? Parce qu'en fait, elle est au service de la construction de l'estime de soi, selon Préra. Le tact vise à stimuler, à donner confiance ou à révéler en l'autre des ressources insoupçonnées. Et là aussi, je trouve que son texte, pour la posture de l'animateur philo, il résonne extrêmement fort. Donner confiance révèle à l'autre des ressources insoupçonnées. La finalité de la relation éthique n'est pas la régulation du groupe, mais la conquête de soi, pour Préra. Et cette dernière est pour lui liée à la capacité d'agir. Elle se construit dans la prise de conscience de notre pouvoir d'agir. Qu'est-ce à dire? Qu'en philosophant, les enfants pourront construire leur estime intellectuelle d'eux-mêmes si, et seulement si, ils font l'expérience de leur capacité à penser et à formuler des idées. Par conséquent, la personne facilitatrice sera tenue de reformuler les idées des enfants sans leur donner l'impression qu'ils sont dans l'incapacité à penser. Et c'est là où notre posture, elle est extrêmement glissante, je trouve. C'est arriver à compléter, à clarifier, à dévoiler sans désempuissanter, si vous voulez. C'est-à-dire amener de l'aide tout en empuissantant l'individu. Euh, donc il y a un risque qui est très présent. En reformulant, on peut donner l'impression que l'idée, elle est incomplète. Moi, j'ai parfois eu des enfants qui m'ont dit, mais pourquoi est-ce que tu rajoutes toujours quelque chose? Et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant quand ils m'ont dit ça, parce que je me suis dit, mince, ils ont l'impression que tout ce qu'ils disent est inachevé. Et donc là, je me suis dit, est-ce que je ne suis pas dans une posture où je suis en train de réduire leur sentiment de puissance intellectuelle, alors que mon objectif, c'est au contraire d'accroître leur sentiment d'intellectuel en montrant le potentiel de leur idée par la reformulation. Donc, mince, je me suis perdue dans ma feuille. Donc, où est-ce que j'en suis? Donc oui, notre but, ça va être donc de compléter l'idée. On va avoir un but paradoxal. Compléter l'idée de l'enfant sans donner l'impression d'incomplétude. L'idéal serait de parvenir à reformuler les pensées des enfants tout en leur montrant leur capacité à penser. Il s'agit alors de dévoiler le potentiel inhérent de l'idée en insistant sur sa valeur initiale. Euh, Je crois que je vais devoir m'arrêter là parce que je vois que le temps est passé. Donc, finalement, pour conclure, je dirais que vous l'avez senti, le tact pédagogique dans la reformulation a comment dire, un double rôle, un rôle intellectuel, comme je le disais en introduction, préserver l'intégrité euh, sémantique de l'idée et un sens éthique, préserver l'éthique relationnelle que l'on essaie de nouer.
Mais vous voyez qu'on là, on est arrivé à une idée finale qui dépasse ces deux dimensions, qui nous amène à une dimension à la fois politique et finalement psychologique. C'est-à-dire que la question de la reformulation, je pense que c'est un acte, c'est un geste professionnel qui est pris dans quelque chose, dans une problématique dans laquelle on est souvent pris dans l'atelier philosophique, c'est-à-dire comment avoir une action pédagogique qui empuissante les enfants, ben, tout en intervenant tout de même. Enfin, vous voyez, ajuster sa présence pédagogique pour ne pas... euh, Finalement, c'est tout l'enjeu, j'ai envie de dire, du double terme de puissance. On essaie de dévoiler ce qui est en puissance dans l'idée, mais on essaie de le faire sans donner l'impression que c'est l'adulte qui est capable c'est uniquement l'adulte qui est capable de dévoiler cette puissance. Donc c'est arriver à dévoiler la puissance tout en, euh, tout en nourrissant le sentiment de puissance intellectuelle de l'individu, enfant ou adolescent. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je me réjouis de discuter de tous ces points avec vous. Merci beaucoup, Johanna. Très intéressant. Ça nous montre en fait toute la complexité de gestes qui peuvent paraître a priori assez simples, mais qui en réalité présupposent plusieurs enjeux. Puis ça nous amène aussi à s'éveiller sur ces enjeux-là, à la fois intellectuels et éthiques. Merci pour cette contribution fort intéressante.